Salut à tous, c'est Etienne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment scaler ses campagnes publicitaires Facebook en 2025. Et on va voir ensemble qu'est-ce qui a changé par rapport aux précédentes années. Bon, déjà on va pas se mentir, ces 2 dernières années, la publicité Facebook a énormément évolué. À l'époque, il suffisait d'avoir des bons ciblages, de faire du lookalike, des centres d'intérêt pour avoir des performances. Et bien aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, puisqu'il y a plein de choses qui se sont modifiées dans l'écosystème Meta. Déjà, il y a de plus en plus de fonctionnalités qui sont totalement automatisées et de campagnes qui se reposent sur l'intelligence artificielle. Il y a eu des nouveaux formats publicitaires et des types de campagnes comme les Advantage Shopping qui sont beaucoup plus autonomes que les précédentes et qui nécessitent un fonctionnement différent et moins de maintenance. Et surtout, eh bien, la créa, donc c'est-à-dire les visuels qui sont affichés aux personnes qui voient vos publicités, est devenue prépondérante. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir de la performance, c'est devenu un incontournable et c'est d'ailleurs le levier numéro 1 de performance sur Meta. Bien sûr, il y a toujours des manières de scaler son compte et d'optimiser ses campagnes, sinon on n'existerait pas. Mais le principal, c'est la créa et surtout le top funnel. Et ça tombe bien puisque c'est ce dont on va parler aujourd'hui, entre autres. Et dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble 4 choses. La première, c'est les 2 méthodes principales de scaling sur Meta. La deuxième, c'est l'importance de la créa et des méthodes de testing. Ensuite, on va s'intéresser de plus près à la créa top funnel, comment aller chercher des nouveaux clients une fois qu'on a épuisé ses bassins d'audience. Et enfin, on terminera avec un petit chapitre sur l'importance des landing pages et du CRM en complément d'une bonne stratégie d'acquisition. Pour ceux qui me découvrent, moi, c'est Etienne, je suis le fondateur de Rhodes. Rhodes, c'est une agence de publicité spécialisée dans l'e-commerce et avec mon équipe, eh bien, on a accompagné un peu plus de 140 marques dans la gestion de leur campagne de publicité et on a dépensé pour elles plus de 25 millions d'euros sur les plateformes que vous connaissez tous, Google, Meta, TikTok, Snap, Pinterest, etc. Tout ce que je vous partage dans cette vidéo et plus largement sur cette chaîne ne sont donc pas des choses que j'ai appris sur internet, ce sont des choses que l'on a testé, expérimenté avec nos propres clients dans notre agence. Et pour ceux qui se demandent comment j'en suis arrivé là, eh bien avant de monter une agence, j'ai travaillé chez Google et chez Meta pendant plusieurs années dans les équipes ads, donc ça commence à faire un petit moment que je baigne dans le marketing. C'est rare que je demande des choses dans les vidéos, mais je vais faire une exception à la règle aujourd'hui et je vais vous demander si ce type de contenu vous plaît, déjà de faire un tour sur la chaîne puisqu'il y a probablement d'autres choses qui vous intéresseront, mais surtout de vous abonner puisque ça m'aide énormément, ça me donne de la force et surtout ça me permet de savoir si ce que je fais plaît à vous et à l'algorithme. Voilà, c'est tout pour cette petite page de pub, on va pouvoir démarrer, c'est parti pour la vidéo du jour. Alors la première chose dont on parle, c'est les méthodes de scaling média. Donc là on va parler purement de media buying, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dans la plateforme une fois qu'on veut augmenter ses budgets. Il y a 2 méthodes de scaling principales, il y a ce qu'on appelle le scaling horizontal et le scaling vertical, et donc on va commencer plutôt par le vertical qui est le plus simple, et ensuite on va s'attaquer à l'horizontal. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire scaler? Scaler, c'est augmenter ses budgets tout en maintenant ses ratios de rentabilité, donc par exemple ses coûts d'acquisition, ses ROAS, etc. Et ça a l'air simple dit comme ça, puisqu'on se dit si ça marche, juste augmenter les budgets, ça marche. En réalité, ça se passe pas souvent de cette manière-là. Donc, quand on a des bonnes performances, quand on sent qu'on a le vent dans le dos et que ça marche, ce qu'on a envie de faire, c'est d'augmenter ses budgets. Et la question, c'est opérationnellement dans le compte, comment on fait? Eh bien, la première manière, donc le scaling vertical, ça, c'est la manière la plus classique et la plus safe. Et donc, ça revient à augmenter tout simplement son budget sur la campagne existante. Donc là, il y a un peu une règle qui est partagée par tous les médias buyers, c'est qu'on augmente de plus 20 à 30% tous les 2-3 jours, parce que si on va au-delà et qu'on fait du 50%, du 100%, eh bien on a un risque de repartir en phase d'apprentissage, de perturber l'algorithme, et surtout on a un risque qu'en fait ça ne suive pas en termes de performance et qu'en fait ça casse tout ce que vous avez construit. Donc la recommandation, c'est des petites augmentations de 20-30% tous les 2-3 jours, ce qui vous permet de monitorer et de voir si les résultats suivent, même si en réalité on a des comptes sur lesquels on a des scales qui sont très agressifs, notamment pendant la période de Q4 qui est très porteuse, où on peut faire du x5, x10, et on a déjà vu des comptes passer de 1000 € par jour à 10 000 € par jour en seulement une semaine. Donc ça, c'est la manière la plus simple. Le problème, c'est que quand on veut scaler rapidement, eh bien c'est un peu contraignant, parce que si vous dépensez 1000 € par mois, vous faites 30% en 3 jours, bah vous passez à 1300, puis après il faudra attendre 3 jours, vous passez à 30% de 1300, donc ça fait 390 € en plus, donc ça fait vous passez à 1700, etc. Donc c'est quand même de l'augmentation, mais ça prend du temps. Et donc il y a une deuxième manière de scaler, qu'on appelle le scaling horizontal, et comme son nom l'indique, donc vertical, c'est on appuie sur quelque chose qui fonctionne, et horizontal, c'est on va dupliquer. Et donc la manière la plus simple, en tout cas la plus communément répandue chez les médias buyers, c'est tout simplement de dupliquer ce qui fonctionne. Donc, typiquement, si vous avez un adset, donc un adset, c'est un ensemble de publicités dans une campagne qui fonctionne très bien, et bien ce que vous pouvez faire, plutôt que d'augmenter le budget, donc du scaling vertical, vous pouvez en fait le dupliquer en tout point, vous regardez exactement les mêmes audiences et les mêmes créas. Et bien ce que ça va faire, si vous avez des audiences qui ne sont pas trop restreintes, donc en l'occurrence souvent des audiences larges ou du broad, et bien Meta va aller chercher d'autres poches d'audience avec les mêmes créas, et souvent on a des bonnes surprises, on peut se dire que en fait il y a de la cannibalisation et en fait Meta va parler aux mêmes personnes. Non, si vous êtes en
broad, donc les audiences larges, vous avez suffisamment de bassin d'audience pour vous permettre de faire ça. Donc ça, c'est une méthode qui est assez répandue. Il y a quand même un risque, c'est que du coup, si on a un ad set qui dépense 100 € par jour et qu'on le duplique, on passe tout de suite à 200. Si on le duplique encore une troisième fois, on le passe à 300. Donc le scale est très agressif et il y a un risque en fait que les performances ne suivent pas. Donc on peut compenser ça avec par exemple ce qu'on appelle les cost cap. Donc cost cap, c'est une limite de coût d'acquisition, et si la plateforme n'arrive pas, si Meta n'arrive pas à aller chercher vos résultats dans la limite de ce que vous avez mis comme objectif, eh bien elle ne va pas dépenser. C'est pas toujours fiable à 100%, mais ça permet de mettre un premier garde-fou. Et sinon, eh bien il y a d'autres media buyers qui se servent en fait de la duplication juste pour gagner en vélocité, mais qui ne gardent pas les mêmes créas. Donc ils vont par exemple avoir un ad set avec leur top créa, ils vont ouvrir un autre ad set dans lequel ils vont mettre des nouvelles créas à tester, et ce qui permet de garder l'ad set sur lequel ça diffuse et d'ouvrir en fait le spend progressivement plutôt que d'avoir à recréer une campagne, d'augmenter progressivement les dépenses, etc. Le scale horizontal, ça peut aller très très vite. Si demain vous avez une créa, vous savez qu'elle est banger et que vous êtes en plein jour de Black Friday et qu'en fait les chiffres sont en train d'exploser, vous vous dites merde, comment je peux faire? Est-ce que je peux juste augmenter les budgets de ma campagne mais ça va augmenter les budgets de tous mes assets? Non, prenez pas la tête, vous gardez la créa qui fonctionne ou les créas dans votre asset, vous le dupliquez en 1, 2, 3, 4, 5 fois et ça va multiplier par 1, 2, 3, 4, 5 le volume de budget. Dans les grandes lignes, c'est ça les deux méthodes de scaling. Après, il y a des mécaniques qui sont un petit peu plus techniques, on a des campagnes de testing et des campagnes de scaling, mais globalement c'est comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs le scaling horizontal, on peut même l'étendre en se disant qu'on va pas uniquement dupliquer des campagnes, mais on va aussi aller chercher d'autres relais de croissance. Par exemple, si vous avez un produit qui marche bien, le scaling horizontal, ça peut être d'aller chercher un deuxième produit qui marche bien, ou ça peut être par exemple d'ouvrir un nouveau pays, ou ça peut être de tester d'autres cibles. Et donc ça, c'est une manière de diversifier en ajoutant de manière horizontale des relais de croissance, tandis que vertical, si on a quelque chose qui fonctionne, on va avancer le plus loin possible juste avec cette chose-là. Voilà dans les grandes lignes la philosophie derrière le scaling. Mais en fait, il y a quand même un point qui est important dans le scaling, c'est la créa. Et donc c'est le deuxième point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est le testing et le scaling créatif. En gros, il y a une relation un peu proportionnelle entre le volume de dépenses qu'on met sur Meta et le nombre de créas dont on a besoin. Et ça s'explique par quelque chose d'assez simple, c'est que déjà, plus tu dépenses, plus tu touches de gens, mais donc plus tu touches de gens, plus tu touches de personnes qui sont potentiellement différentes, donc pas sensibles aux mêmes arguments, et donc il faut aller chercher avec des créas qui parlent différemment ou qui présentent le produit d'une autre manière. Et si tu fais pas ça, eh bien tu as un risque en fait de saturer ton audience, parce que ton audience en fait au bout d'un moment elle aura vu les mêmes pubs, et si tu augmentes tes budgets, tu vas juste lui montrer plus de fois les mêmes pubs, ce qu'on appelle la répétition. Pour éviter la fatigue publicitaire, le vrai enjeu sur Meta, c'est renouveler constamment ses créas pour être sûr d'avoir un coup d'avance au cas où la créa précédente qui marchait bien s'épuise. Ce que cherchent tous les média buyers sur Meta, c'est à trouver ce qu'on appelle une créa winner, donc c'est une créa qui fonctionne super bien, sur laquelle tu peux dépenser beaucoup d'argent, et ce type de créa, c'est assez dur à trouver, et quand on en trouve une, il faut la garder le plus longtemps possible, sauf que ça peut durer 3 semaines, comme ça peut durer 2 mois, il y a certaines, mais c'est très très rare, certains cas où ça dure 6 mois, voire 12 mois, voire plus, mais il faut partir du principe que cette créa, en fait, on va dépenser beaucoup dessus, au bout d'un moment, elle sera épuisée. Mais si vous êtes passé de 10 000 à 50 000 € de budget par mois, et que en fait c'est une créa qui vous a apporté, le jour où elle s'épuise, comment vous faites pour maintenir ce niveau de dépenses à 50 000 € par mois? Et le risque, c'est que si vous n'avez pas fait ce testing de production en parallèle, vous retrouviez en fait à cut la créa et à ne plus pouvoir dépenser sur les autres parce qu'elles sont pas suffisantes, elles marchent pas suffisamment bien, et donc en l'occurrence vous serez obligé de rétro-pédaler, de baisser vos budgets et de faire des allers-retours et un peu du yo-yo. Et ça, pour un business, évidemment, si on atteint un palier de croissance, on n'a pas envie de repasser à celui d'avant. Donc pour éviter ça, il faut produire beaucoup de créa et surtout tester en continu. Il y a plein de manières de trouver des idées de créa et de produire des créas qui sont efficaces pour Meta. On a produit pas mal de contenu sur la créa, et il y en a un en particulier que je vous invite à regarder si ce sujet vous intéresse en détail, c'est l'épisode qui s'affiche à l'écran, que j'ai tourné avec Nielsen, qui est mon associé et le CEO de Creads. Creads, qui est notre entité créative qui s'occupe de produire des contenus dédiés à la publicité, où pendant 1 heure, il nous a parlé de toute sa méthodologie sur comment trouver des créas, des idées, comment les produire, comment les tester, etc. Donc voilà, si vous voulez vraiment un contenu dédié et complet, je vous invite à jeter un œil à cette vidéo. Sinon, je vais vous donner quelques bribes aujourd'hui sur notamment la partie testing. Moi, le testing, je l'aborde de 2 manières. Il y a ce que je mets dans la catégorie macro, et ensuite il y a ce que je mets dans la catégorie micro. Macro, c'est le 80-20, donc c'est-à-dire c'est là où il faut vraiment mettre ses efforts parce que ça va générer 80% des résultats. Et le micro, c'est les 20% qui viennent après, qui à mon sens vont servir à optimiser une fois qu'on a déjà trouvé la colonne vertébrale de ces pubs. C'est un peu comme les A/B tests en CRO. Vous n'allez pas vous amuser à aller changer la couleur d'un bouton si vous avez peu de trafic. D'abord, il faut générer suffisamment de trafic et beaucoup de conversions pour avoir des volumes intéressants, et ensuite vous pouvez vous amuser à changer la couleur du bouton, mettre un point d'interrogation, changer l'icône, ce genre de choses. C'est à peu près la même logique. Donc le macro, il y a 3 choses qui composent une créa. Il y a l'angle, le format et le concept. L'angle, c'est la manière dont on va communiquer le message publicitaire à une certaine cible. Par exemple, si vous vendez des shampoings, eh bien vous pouvez présenter le shampoing sous l'angle caractéristique produit, donc en l'occurrence en expliquant qu'il y a de l'aloe vera, etc. Vous pouvez présenter le produit sous l'angle du bénéfice,
bénéfices. Donc pourquoi l'aloe vera c'est bien pour le cuir chevelu, et donc ne pas communiquer sur le produit mais communiquer sur ce que ça va générer pour la personne qui l'utilise comme bénéfice. Vous pouvez communiquer sur l'angle de la preuve sociale en mettant en avant par exemple des avis clients, des témoignages, ce genre de choses, la presse, le storytelling, bref, il y a plein d'angles publicitaires, libre à vous de choisir ce qui vous convient, mais ça c'est quelque chose qu'il faut tester puisque tout le monde n'est pas sensible au même message. Ensuite il y a une deuxième chose à tester qui est extrêmement importante, c'est le concept. Le concept c'est en gros le type de publicité que vous allez produire, et donc par exemple un micro-trottoir c'est un concept, puisque c'est un type de publicité. Le fake podcast c'est un concept. Le avant-après c'est un concept. Le us versus other c'est un concept, etc. etc. Et tout ça c'est des manières de véhiculer votre message qui sont différentes, et encore une fois ça permet de tester différentes approches. Si par exemple vous voulez faire du storytelling, que l'angle marketing que vous voulez prendre c'est les storytelling des fondateurs, et bien peut-être qu'en fait le concept qui fonctionne le mieux c'est de le faire sous forme de podcast ou en interview versus un avant-après qui se prête pas forcément à ce type de format. Et enfin il y a le troisième élément qui compose une créa, c'est le format. Donc le format c'est assez simple, c'est quel type de créa vous diffusez, donc est-ce que c'est de la vidéo, est-ce que c'est du statique, est-ce que c'est du motion, etc. etc. Et la combinaison des trois fait que vous pouvez trouver assez facilement ce qui fonctionne. Donc ma recommandation c'est de commencer par ça, c'est de se dire ok, j'ai une cible, j'ai défini mon avatar et son problème, comment je vais l'adresser? Donc je vais lister les angles marketing que je vais tester, et vous mettez ça à tester sur un format de votre choix, quelque chose de simple. Par exemple un statique où vous voyez le produit au milieu avec une tagline. Ça vous allez le mettre sur la même audience, vous allez diffuser, et ensuite vous allez voir laquelle répond le mieux à ça, sur les indicateurs qu'on connaît, le taux de clic, le taux de conversion, le coût par jour panier, ce genre de choses. Une fois que vous avez isolé l'angle qui fonctionne, bien vous allez essayer de voir quelle est la manière de présenter cet angle qui fonctionne le mieux. Donc là vous allez pouvoir travailler par exemple le concept. Le concept on l'a vu tout à l'heure, vous allez le décliner encore une fois en plusieurs fois. Et ensuite une fois que vous avez trouvé donc la combinaison angle-concept qui fonctionne le mieux, et bien là vous allez pouvoir vous amuser à varier les formats, voir si en fait ça passe mieux sur du statique, sur de la vidéo, sur quel type de vidéo, avec quel type d'acteur, etc. Si vous faites des UGC par exemple. Et in fine vous allez pouvoir tomber petit à petit sur, par le fruit d'itération, ce qu'on appelle une créa winner que vous allez pouvoir décliner. Et là, on rentre dans la phase micro. Donc une fois que vous avez une créa winner qui a dépensé des dizaines de milliers d'euros, qui soutient Scale, ce que vous voulez c'est la presser au maximum. Et donc pour ça, ce qu'on recommande, c'est d'aller décliner tous les éléments. On sait que une créa en fait winner, potentiellement, si on change la couleur de fond, ça peut la relancer. On peut aussi décliner par exemple le hook. Est-ce que si on change les 3 premières secondes de la vidéo, c'est différent? Est-ce que si on change le texte qui apparaît en haut, au-dessus de la publicité, avant de cliquer sur voir plus, est-ce que ça a un impact? On peut changer la vignette avant de jouer la vidéo, etc. Donc tous ces éléments micro, le call to action, l'URL, ce genre de choses, ça a des impacts, et on se rend compte que parfois ça peut vraiment faire la différence si on sait qu'on a une créa winner, et qui dépense des dizaines de milliers d'euros. Je vous assure que gagner un point par-ci, un point par-là, ça peut vraiment faire la différence sur le coût d'acquisition in fine. Donc ça, c'est la manière dont on procède, macro puis micro, et en fil rouge, parce que ce qu'on veut c'est alimenter maximum la machine avec des nouvelles créas. Il y a une question que les gens se posent souvent, c'est combien de nouvelles créas il faut tester? C'est une bonne question, ça dépend vraiment de votre volume de dépenses. Dans la vidéo dont je vous ai parlé sur la creative stratégie, on détaille justement cette règle, combien faut-il de nouveaux concepts par tranche de dépenses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que plus vous dépensez, plus vous allez avoir besoin de produire de la créa. Donc si ce n'est pas déjà le cas, armez-vous de capacités de production ou faites appel à des professionnels comme nous par exemple, mais on n'est pas les seuls sur le marché, des personnes surtout qui savent produire, mais surtout qui savent penser des créas qui sont faites pour les réseaux sociaux, puisque c'est un métier très particulier, c'est une discipline très particulière, et c'est pas juste parce qu'on est bon en montage qu'on va faire des choses qui fonctionnent. Il faut être bon en marketing, il faut être bon en storytelling, bon en copywriting, bon en analyse de la concurrence, etc. Connaître les formats, connaître les trends, et ça demande du coup d'avoir des compétences qui ne s'apprennent pas en quelques jours. Voilà. Et ensuite ce qui est intéressant c'est de se dire ok, on a un compte, ça fonctionne bien, on arrive à scaler, on a décliné, on a trouvé quelques winners. Généralement un plafond que les marques atteignent c'est 40, 50, 60 000 euros de dépenses par mois sur Meta. Jusque là, déjà ceux qui arrivent à ce palier là tout en étant rentables sur leur e-commerce derrière, ils sont vraiment pas mauvais, c'est pas la majorité. Et derrière en fait la question c'est comment on passe à plus. 80, 100, 120, 150, 200, on a même des marques qu'on a accompagnées qui dépensent plus de 200 000 euros par mois uniquement sur du e-com. Et en fait la réponse elle se trouve dans ce qu'on appelle le top funnel. En gros, la force de Meta c'est que le bassin d'audience il est illimité. Enfin il est limité au nombre d'utilisateurs, mais globalement il y a 41 millions d'utilisateurs actifs, il y a 70% de la population française, tous vos clients potentiels sont sur Meta. Ils sont potentiellement sur Google aussi, sauf que sur Google, vous aurez que la fraction de ce bassin d'audience qui est aujourd'hui prêt à acheter, parce que ils vont taper des recherches, c'est-à-dire qu'ils ont une intention qui est forte, mais une fois que vous avez capté toute cette intention, vous n'allez pas créer des gens qui sont en train de rechercher. Alors que sur Meta, la force c'est qu'on peut aller les chercher un petit peu plus en amont dans leur réflexion, un petit peu plus en amont dans leur niveau de conscience par rapport à leurs problèmes en essayant de les éduquer, et c'est comme ça qu'on va faire tout simplement rentrer des personnes progressivement dans le fameux entonnoir de conversion jusqu'à ce qu'ils descendent et qu'ils passent à la conversion. Et c'est vraiment là la puissance de Meta, parce que si on arrive à trouver la bonne combinaison créative, media buying et landing page, on va y venir après, pour acquérir de nouvelles personnes, alimenter son entonnoir de conversion, on peut vraiment faire des merveilles
merveille et on peut débloquer des paliers de croissance. En tout cas, c'est par là que ça passe majoritairement chez nous. Il y a un concept qui théorise bien ça, c'est Chet Holmes qui parle de ça, c'est ce qu'on appelle le Buyer's Pyramid ou la règle des 3%. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que peu importe le marché, en gros, il y a 3% de votre cible qui aujourd'hui est en phase d'achat immédiat. Donc c'est-à-dire des personnes qui vont acheter entre aujourd'hui et dans quelques jours. Ces personnes-là, eh bien, elles sont sensibles aux arguments de prix, de produits, d'avis clients, de réassurance, etc. parce qu'elles sont en phase d'achat. Mais toutes les autres personnes, les 97% restantes, eh bien, elles sont complètement insensibles à ces arguments-là. Parce que si vous n'avez pas besoin d'acheter un lave-vaisselle, bah, on peut vous dire moins 20% sur un lave-vaisselle, ça va pas vous parler. Par contre, ça veut pas dire que ces personnes-là ne sont pas des clients potentiels et qu'ils ne le deviendront pas un jour, au contraire. Mais il faut les amener progressivement et de manière délicate, subtile et indirecte dans votre funnel de conversion pour les faire passer à l'action. Et c'est là que ça se complexifie parce que dans le travail créatif, les marques elles sont très très fortes pour mettre en avant leurs produits, communiquer sur des promos, faire des offres, etc. Mais beaucoup moins pour réfléchir à comment aller chercher son client un petit peu plus loin et plus en amont dans son parcours de conversion. Et donc il y a plusieurs manières de le faire. Pour moi déjà, la première chose à faire, c'est de diversifier ses avatars. Donc les avatars clients, c'est les types de personnes à qui vous adressez. Je donne un exemple, mais si demain vous vendez des produits pour l'amincissement, eh bien vous pouvez communiquer globalement sur le produit en tant que tel, donc le fait qu'il a des bienfaits pour vous aider à mincir. Mais si vous voulez un cran plus loin, eh bien vous pouvez vous dire que dans vos acheteurs, vous avez potentiellement des hommes et des femmes. Et déjà, dans les hommes et des femmes, vous avez deux types de profils à qui on s'adresse différemment, avec potentiellement des acteurs et des comédiens qui sont différemment, des wordings qui sont différents, etc. etc. Si on va un cran plus loin, eh bien peut-être qu'en fait, vous vous rendez compte que dans votre cible, vous avez des hommes qui sont plutôt la trentaine et des femmes qui sont plutôt la cinquantaine. Toute cette recherche sur qui sont mes avatars et pourquoi en fait ils ont des problématiques. Le mec de 30 ans, peut-être qu'en fait, il a pas le temps et donc il aimerait bien faire du sport et faire un régime, mais en fait, il travaille beaucoup, donc voilà, ça c'est des problèmes qui peuvent être brûlants. Chez la femme, ça peut être que, eh bien en fait, elle a eu plusieurs grossesses et elle a aussi un travail prenant, donc elle a pas forcément le temps. Bref, il y a plein de raisons. Et l'idée, c'est qu'en allant dans ce niveau de granularité, eh bien déjà, vous pouvez les adresser différemment. Et ça vous fait un terrain de jeu créatif qui est beaucoup plus large et ça leur permet de faire en sorte qu'ils se reconnaissent dans leur pub, puisque personne ne veut acheter un produit générique qui parle à tout le monde et tout le monde veut acheter quelque chose qui est fait pour lui ou qui a le sentiment qu'il est fait pour lui. Ensuite, la deuxième manière de le faire, c'est de diversifier les approches et les angles marketing. Ça, c'est assez important. On en a parlé tout à l'heure. Il faut vraiment pas rester bloqué sur uniquement le prix, le produit, les offres, les avis clients. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut faire de la preuve sociale. Il faut faire potentiellement tout ce qui est presse. Si vous avez des passages TV, ça marche très bien. Il faut aller chercher potentiellement des formats storytelling. Il faut faire des concepts, des micro-trottoirs, vraiment diversifier en fait pour que les gens vous voient dans leur feed et qu'ils se disent ah tiens putain c'est marrant parce que ça se trouve ils ont déjà vu votre pub 25 fois mais ils sont insensibles au format et aux angles que vous leur présentez. Par contre ils ont peut-être l'habitude de regarder des micro-trottoirs marrants ou des interviews à la sortie de leur job, ce genre de choses. Et bien ça ils vont se dire ah putain je connais ce contenu, j'aime bien, ah c'est une marque, ok cool, qu'est-ce qu'ils font, voilà. Et ben là vous avez un premier touchpoint avec la marque. La troisième manière d'aller chercher des personnes un peu plus haut dans le funnel, c'est de raconter en fait des choses qui sont aussi beaucoup plus en amont. Typiquement on a tendance à vraiment faire du marketing direct, donc c'est un peu ce que je disais, les prix, les produits, etc. Imaginez par exemple que vous vendez un robot cuiseur. Et bien si vous voulez toucher des personnes qui sont pas dans phase d'achat aujourd'hui, il faut que vous fassiez un petit peu de recherche sur qu'est-ce qui peut les intéresser. Et ben on pourrait peut-être s'intéresser en se disant bah une de mes cibles c'est des personnes qui sont pressées et qui n'ont pas le temps et qui ont besoin de faire la cuisine rapidement. Et ben vous pouvez faire une vidéo éducative sur comment préparer tous ces repas en une fois pour sa semaine à l'aide d'un robot cuiseur, donc en induisant tout simplement le produit et potentiellement créer le besoin. Ou vous pouvez même faire par exemple des choses utiles comme je sais pas un tutoriel sur comment utiliser ses restes pour faire à manger pour les personnes qui sont plus sensibles justement à l'écologie, au fait d'économiser, ce genre de choses. Et encore une fois glisser subtilement le robot cuiseur. Et là ça vous permet d'aller toucher une audience encore plus large qui n'est pas forcément dans une phase d'achat mais qui peut être intéressée parce que vous avez réussi à connecter d'une manière indirecte avec elle. Il y a aussi une autre manière de le faire, c'est de faire de l'informatif. Donc en l'occurrence ça marche bien particulièrement dans la cosmétique et la beauté parce qu'il y a souvent des composants, des molécules un peu scientifiques, etc. Et il y a surtout beaucoup de croyances et surtout de désinformation. Donc en l'occurrence, par exemple, si vous vendez une crème qui marche très bien pour l'eczéma, parce qu'elle a des composants qui sont faits à base de blablabla, et bien peut-être que plutôt que de dire fonctionne pour l'eczéma, vous pouvez créer une pub qui explique quelles sont les raisons liées à l'eczéma, pourquoi les personnes ont de l'eczéma, et progressivement faire une introduction assez subtile de votre produit en disant il y a ce produit existe et voilà les raisons pour lesquelles vous pouvez avoir de l'eczéma et nous on en traite 1, 2, 3 si ça vous intéresse, blablabla. Et ça du coup c'est une approche totalement différente parce qu'on vient expliquer et donner de la valeur à quelqu'un qui est intéressé par le problème mais pas par votre produit. Et si dans la construction de votre
tunnel, et on va voir l'importance des landing pages derrière, et bien c'est suffisamment fluide et subtil pour l'amener jusqu'à l'achat, et bah, potentiellement vous pouvez aller chercher des achats immédiats. Et si c'est pas le cas, bah, vous pouvez aussi la retargeter par la suite, et ça marche très très bien. Et enfin, il y a une dernière manière, c'est aussi toujours dans cette veine d'aller trouver une connexion indirecte, c'est tout ce qui est un peu quiz, diagnostic, etc. Ça se fait beaucoup dans les cosmétiques, mais ça se fait de plus en plus, même dans la finance, avec des simulateurs, ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle des lead magnets, et donc c'est mettre en avant quelque chose qui est un petit peu gamifié, qui donne de la valeur à quelqu'un, et qui lui donne envie en fait d'avoir une première interaction avec vous sans forcément parler aujourd'hui d'achat. Et en l'occurrence, par exemple, si je sais pas, vous vendez des produits pour la chute de cheveux, peut-être que vous pouvez avoir un diagnostic qui explique où est-ce que vous en êtes sur la chute de cheveux, avec quelques questions, une photo, ce genre de choses. Et à l'issue de ce diagnostic, vous dites bah, est-ce que vous voulez vos résultats? Oui, contre un email, très bien. Et la personne va regarder. Et donc elle va avoir son résultat. Dans le lot, vous pouvez lui conseiller un produit ou pas. Mais en tout cas, vous avez l'email. Et derrière, vous pouvez l'activer avec du CRM, donc de l'emailing. Et ça, c'est une manière donc de faire des ventes qui ne sont pas directes, mais qui, dans tous les cas, vous n'auriez pas fait parce que c'est des gens qui ne vous connaissent pas et qui n'ont pas envie d'acheter vos produits aujourd'hui. Voilà dans les grandes lignes un peu les grands bassins, les grands axes dans lesquels on va taper pour aller chercher plus haut. Le mot d'ordre, c'est remonter l'entonnoir de conversion et arrêter de marteler les mêmes gens qui sont ces 3% en fait, puisque tout le monde se bat pour les 3%, personne se bat pour les 97%, et en fait la croissance elle se trouve dans les 97%. Et donc je conclurai cette vidéo par le quatrième élément qui est extrêmement important pour scaler, c'est les landing pages et le CRM. Bien évidemment, la créa et donc la pub, c'est le premier touchpoint. Donc c'est ce qui va vraiment hameçonner votre client potentiel et qui va l'attirer du coup vers votre site ou vers votre app ou peu importe. Le problème c'est que si on montre des créas avec des offres et des produits et qu'on redirige vers une page produit avec des offres et des produits, bon bah il n'y a pas de problème. Mais quand on commence à diversifier les messages et quand on commence à chercher du top funnel avec des arguments qui sont indirects, donc pas de vente immédiate, et bien là ça peut en fait avoir un effet contre-productif de rediriger vers des homepages ou vers des pages produits. Pourquoi? Et bien parce que en fait vous parlez à quelqu'un en étant éducatif, en étant utile, sans lui vendre quelque chose, et quand il clique parce qu'il a envie d'en savoir plus, il arrive sur quelque chose où vous lui vendez quelque chose. Donc en fait ça brise la relation alors que vous avez fait l'effort justement d'aller comprendre pourquoi cette personne et comment cette personne pourrait être intéressée par vos produits. Donc ce qu'on recommande nous, c'est vraiment d'avoir un lien systématique entre la créa top funnel et la landing page. Bien évidemment ça demande des ressources, mais plus vous pouvez le faire, mieux c'est, parce que vous avez beaucoup plus de chances de convertir. Si on reprend l'exemple des 5 raisons pour lesquelles les gens ont de l'eczéma, et bien ça vous pouvez pas renvoyer vers une page produit avec moins 20% et le détail de caractéristiques et un bouton et un call to action à ajouter au panier, sinon vous allez complètement perdre la personne. Par contre, vous pouvez faire ce qu'on appelle un listicle, une landing page avec raison 1, raison 2, raison 3, donc vous développez ce qui a été mis dans la créa, et à la fin vous pouvez mettre un petit call to action en disant by the way, vous avez un code promo à moins 20%. Ça, par exemple, vous avez beaucoup plus de chances que ça transforme, paradoxalement, qu'une page produit froide avec des arguments commerciaux. Vous pouvez aussi utiliser des pages produits pour vous adapter à vos avatars. Si vous vous rendez compte que vous avez des créas pour les hommes et des créas pour les femmes, et bah les renvoyez pas vers une page générique qui met une photo d'homme, par exemple, parce que toutes les femmes ne se sentiront pas concernées. Créez un tunnel à chaque fois qui est adapté à votre avatar, et vous verrez, vous aurez des performances qui sont bien meilleures. Il y a vraiment un lien de le trafic que j'envoie, où est-ce qu'il arrive, et est-ce que là où il arrive, c'est cohérent par rapport à ce qui a été vu en premier touchpoint. Si oui, bah déjà vous avez fait une grosse partie du taf, et c'est comme ça que vous pouvez avancer progressivement. Et le CRM, bien évidemment, est tout aussi important, puisque notamment dans les stratégies d'acquisition indirecte, on sait très bien qu'on va générer du trafic. Donc si vous avez des pop-ups, si vous avez des roues, ce genre de choses pour capter de la donnée, eh bien eux, ils vont pas convertir tout de suite. Donc le taf du CRM, ça va être justement de faire passer à l'action ceux que vous n'avez pas réussi à faire passer à l'action directement avec vos pubs ou avec votre site. Vous pouvez faire du retargeting, mais en fait les deux couplets, ça marche très bien. Et notamment quand on fait des stratégies de lead magnet, on en parlait tout à l'heure, mais il faut que vous ayez une séquence dédiée. Si des personnes vous chopez leur email, vous pouvez pas juste leur envoyer des newsletters. Il faut que ce soit personnalisé. Et donc il y a vraiment une synergie à penser entre le CRM et l'ADS, parce que les deux se nourrissent mutuellement, et en fait l'un ne va pas sans l'autre. Les ads sans CRM, bah en fait vous envoyez juste du trafic qui soit rachète pas, soit en fait se perd un peu dans les limbes, et le CRM sans ads, bah il n'y a pas d'acquisition, donc il n'y a pas de base CRM, donc on a personne à qui shooter des emails. Voilà dans les grandes lignes un peu les points sur lesquels j'insisterai en 2025 pour scaler un compte Facebook Ads. Donc vous avez vu, c'est pas que du media buying, et ça a beaucoup évolué. À l'époque c'était que du media buying, et je rajouterai également d'aller tester en fait d'autres choses. Je pense à WhatsApp, je pense à du waitlisting, je pense à de l'influence, etc. Bref, il y a pas mal de manières de mettre entre guillemets du beurre dans les épinards quand il s'agit de méta. Et puis bien évidemment, si vous voulez qu'on discute de vos campagnes, qu'on vous accompagne, ou que simplement on jette un œil à ce que vous faites pour qu'on vous donne notre avis, eh bien n'hésitez pas. Il y a normalement le lien dans la description pour réserver un appel de découverte avec nos équipes. Et en tout cas, si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement trouvé la vidéo intéressante. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que ça vous permettra d'améliorer vos performances et de passer les plafonds successifs. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon scaling sur Meta et vous dire à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Étienne, ciao!